Bonjour et bienvenue à tous sur l'interview politique Yahoo Sciences Po TV. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors l'actualité des dernières semaines, c'est notamment la situation sociale qui ne cesse de se dégrader. 2 hommes se sont immolés devant Pôle emploi. Les messages des syndicats sont de plus en plus alarmants. La question que tout le monde se pose en ce moment, c'est est-ce que finalement le pire de la crise sociale est à venir? Oui, c'est certain. Ce qui est désolant dans cette situation, c'est qu'elle n'avait absolument rien d'imprévisible. Les politiques, tout ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat d'œuvres humaines, de décisions politiques. Les politiques qui sont mises en œuvre en France, elles ont déjà été mises en œuvre au Portugal, en Espagne, en Grèce, en Italie. J'en passe, hein. Elles ont toujours eu le même résultat. C'est-à-dire d'immenses souffrances sociales, la contraction de la dépense publique sous prétexte de règlement des dettes ralentit l'activité économique parce que souvent les États sont de puissants investisseurs, c'est le cas en France, et de puissants redistributeurs, donc on connaît le mécanisme. Comme l'activité se ralentit, il y a moins de recettes fiscales, comme il y a moins de recettes fiscales, la dette augmente, comme la dette augmente, on aggrave les coupes dans les dépenses publiques, et hop, c'est reparti pour un tour. Et ça produit partout la même chose. Donc le gouvernement était prévenu, François Hollande le savait, Jean-Marc Ayrault le savait, et ils vont sauter à pieds joints dans les sables mouvants de l'austérité. Maintenant, ils vont se débattre, je vous annonce la suite. Donc ils vont nous dire, vous comprenez, il faut régler le problème du déficit, tous les griots médiatiques vont passer derrière, et chaque fois qu'ils m'interrogeront, et que j'expliquerai ce que je suis en train de vous expliquer, ils me diront, en me regardant dans les yeux, alors il faut laisser la dette se creuser, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tout ce petit monde va voir la France se détruire, le sourire aux lèvres. Alors justement, cette crise sociale, vous l'aviez prédit. La question que personne ne pose, c'est finalement, on a l'impression que la révolution sociale que vous aviez prédit n'est pas en marche pour le moment. Comment vous l'expliquez? Du fait de toutes ces frustrations qui s'accumulent. Pour moi, elle est commencée. D'abord, elle est commencée physiquement dans le bassin méditerranéen. Elle a éclaté sous une forme aiguë en Tunisie. Ce n'est pas une révolution arabe, c'est une révolution dans la Méditerranée. En France. Attendez, vous allez comprendre, la France ne vit pas sur une île ou une planète à part. Oui, non, bien sûr. Tout ça se tient. Donc, elle fait le tour. C'est dans toute l'Europe du Sud que nos organisations sont les plus puissantes. En Grèce, nous sommes à 30%, en Espagne, nous avons passé les 14%, en Italie, nous revenons au Parlement, en France, nous avons fait 11%, au Portugal, nous sommes entre 10 et 20%. Bon. Donc, ça, c'est les éléments d'expression politique d'un courant politique qui avait disparu. Hein. En Italie, nous étions éliminés de la carte, en Espagne, pareil, etc. Deuxième élément, l'activité populaire. Alors, les gens qui regardent ça depuis la planète Mars, ou bien au chaud dans leur bureau, ou bien en consultant... On a quand même le sentiment qu'il n'y a pas un mouvement de fond qui a démarré. Vous avez le sentiment, vous pensez que... Ah bon, où est-ce que vous avez vu ça? Vous êtes capable de faire une analyse de ce qui se passe dans le privé? Regardez, pour la première fois depuis une décennie, l'essentiel du mouvement social a lieu dans le privé. Vous trouvez que ce n'est pas un élément frappant? Avant, c'était dans le service public. Maintenant, c'est dans le privé. C'est-à-dire là où les gens prennent le plus de risques. Deuxième caractéristique, dans le privé, les luttes sont dures. Ce qui nous pose, nous, un problème de tactique. Comment empêcher que se fasse une coupure entre les plus durs et ceux qui ont le plus peur. Troisième élément, dans toutes ces luttes, vous avez un caractère d'appropriation citoyen de l'outil de travail. C'est-à-dire que les gens proposent de former des coopératives. Ce sont des grands changements. Mais les commentateurs ne les voient pas. Pourquoi? Quel est selon vous le seul critique qu'il ne faut pas dépasser, le seul critique qui fera justement qu'il y ait réellement ce mouvement de fond et cette révolution citoyenne qui prenne forme? Là, il faut un peu travailler théoriquement. Beaucoup de gens croient que la vie continue comme au 19e siècle avec un déterminisme linéaire. C'est-à-dire les choses vont comme ça, tout doucement, un peu plus, un peu plus, un peu plus. À un moment donné, toc, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous avez une structure de maintien de l'ordre établie, qui se cramponne, qui est prête à tout pour se cramponner. On l'a vu dans toute l'Amérique du Sud. Et puis un jour, un événement fortuit, un seul, et tout s'effondre. Donc, je ne sais pas quand ça va se produire, mais je suis sûr que ça va se produire. Ça, en Tunisie, c'est un marchand de légumes qui se suicide. Alors, vous voyez, le suicide ne suffit pas, on a déjà eu 2 en France. Oui. Bon. Vous ne savez pas, et lui, quand il s'est suicidé, c'était le 3e qui se suicidait, ce n'était pas le premier. Il y a eu aussi un suicide, quelqu'un s'est immolé par le feu en Grèce. Vous ne pouvez pas savoir en quoi consiste l'élément fortuit déclencheur.
Au Venezuela, ça a été le ticket de bus. En Bolivie, ça a été le prix de l'eau. En Argentine, ça a été un problème de caisse d'épargne et d'avoir des classes moyennes. Vous ne savez pas. Mais à ce moment-là, d'un seul coup, tout s'écroule parce que la machine est incapable de faire face. L'illégitimité du système libéral aujourd'hui est arrivée dans tous les esprits, notamment dans la jeune génération de la classe moyenne supérieure. Moi, quand je vais dans les écoles de commerce ou dans les grandes écoles, ce qui me frappe, c'est qu'avant, il y avait un Mohican, à mon avis, sur des amphis entiers remplis de béni-oui. Mais tout de même, on a l'impression que dans la réaction des Français, il y a de plus en plus une demande d'autorité et justement quelque chose qui va à l'encontre de cette idée de révolution citoyenne. Comment vous le savez? Mais il y a un sondage qui est paru dans Le Monde récemment. C'est un sondage, évidemment. C'est-à-dire deux menteurs, les sondeurs et Le Monde. D'accord. Et c'est ça que vous me proposez de commenter. À 87%, les Français disaient qu'ils avaient besoin d'un chef. On peut aussi parler du fait que... mais dans vos études, vous avez entendu parler du biais d'une question. Non, mais on peut aussi parler du fait que face à cette frustration, il peut aussi avoir le risque d'un repli identitaire qui va avec cette demande d'autorité. Vous êtes en train de me débiter tout le catéchisme de la bien-pensance. Alors on va commencer par... Je ne absolument pas de la bien-pensance. Repli identitaire, il n'y a vous pas êtes une plusieurs intellectuelle. directions que peuvent prendre les Français. Bien sûr que les révolutions marchent toujours avec les contre-révolutions. Il n'y a que dans l'imaginaire de la droite, où il y a une espèce d'hystérie anti-révolutionnaire, où on décrit les révolutions avec une imagerie d'Épinal, c'est la nuit du grand soir, on voit des ouvriers hirsutes. Non, ça n'est jamais existé, ça ne s'est jamais passé. Par conséquent, on n'a pas à discuter d'un processus révolutionnaire d'après l'imagerie de nos ennemis. C'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Les gens normaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent vivre, c'est tout, ils ne font pas de politique au départ. Ils veulent vivre normalement, que leur gosse soit éduqué, que même soit soigné, qu'il y ait quelque chose dans le frigo pour le repas du midi et du soir. C'est ça. Oui, mais les gens normaux, justement, ils ne sont pas deux tentations. Entre guillemets, pour simplifier, cette révolution citoyenne et ce repli identitaire ou ce vote Front National. Non, mais vous... Et est-ce que justement, est-ce qu'il n'y a pas une alternative à cette révolution citoyenne qui serait un repli identitaire ou simplement de la passivité? Écoutez, je vais vous répondre oui, comme ça vous serez contente. Mais d'abord, écoutez ce que je vous explique. Écoutez-moi 5 minutes. Sortez des imageries simplettes qui vous ont été enseignées par les sondages et le journal Le Monde. C'est-à-dire deux outils. Mais attendez, mais ce sont deux outils qui font des biais sur la réalité. Quand même, tout le monde sait ça, non? Au moins. Bon. Donc, c'est pas de ça dont on parle. Les gens, ils se mettent en mouvement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui leur arrive? D'abord, ils ont confiance dans le système. Ils ont envie que ça marche. Ça ne marche pas. Et à ce moment-là, ils se disent que faire? Et ils regardent sur quoi s'appuyer. Si nous sommes assez forts, ils s'appuient sur nous. Si nous ne sommes pas assez forts, ils s'appuient sur d'autres. Que va faire le système? Les bien-pensants, l'ordre établi. Surtout pas dire, écoutez, c'est Mélenchon que nous craignons. Ils vont dire, regardez, c'est Madame Le Pen. Pourquoi? Parce qu'ils veulent enfermer les gens ou bien vous êtes avec nous et les gens raisonnables, ou bien vous êtes avec les sauvages. Voilà. Donc, dans tous les pays, ils font ça. En Tunisie, on vous propose le front républicain, démocratique contre les islamistes. En France, c'est contre l'extrême droite. Mais c'est la même variété à chaque fois. Donc, la demande d'autorité dont vous parlez, et autres fumisteries, c'est aussi vieux que le monde lui-même. C'est pas de l'autorité que demandent les gens. Ce qu'ils demandent, c'est que ça fonctionne. C'est tout ce qu'ils demandent. Et on a connu ça dans le passé. Et je suis quelqu'un qui permet que ça fonctionne, parce que j'ai la main dure avec les puissants. Madame Le Pen, elle a la main dure avec les Arabes. Voilà, vous choisissez. Vous voulez faire la guerre aux financiers ou aux Arabes? Si vous voulez faire la guerre aux Arabes, vous allez voir Madame Le Pen. Si vous voulez faire la guerre aux financiers, vous venez me voir moi. Et puis au milieu, vous avez une masse confuse de gens qui sont là pour essayer de maintenir l'ordre. Les Français choisiront alors. Oui, mais c'est normal, hein. C'est la vie démocratique, c'est ça, il faut respecter ça. Peut-être que les Français peuvent faire l'erreur, mais ils ne la feront pas. Vous inquiétez pas, ils ne la feront pas. C'est à nous qui donnerons le pouvoir. En tout cas, je vais vous dire mieux que ça. Ils le prendront eux-mêmes. Parce que c'est encore ce qui est la meilleure garantie. Merci M. Mélenchon d'avoir répondu à ces questions d'actualité. Merci. On vous retrouve tout de suite sur Yahoo pour la partie personnelle. On est toujours dans l'émission politique Yahoo sur Sciences Po TV. Alors Jean-Luc Mélenchon, après ces quelques questions d'actualité, on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous et sur votre parcours. Vous êtes bien présomptueux. Allons-y. On va essayer. Alors vous êtes né à Tanger, puis vous quittez le Maroc en 1962. Est-ce qu'on peut dire que votre histoire personnelle est fondatrice de votre engagement? Comme tout le monde, il y a plein de composantes. Peut-être un peu plus. Je ne sais pas, moi je ne connais pas les autres. Je sais que pour moi, oui, je ne sais pas si je vais chercher dans ces années du Maroc, à l'époque, le Maroc était très pauvre. Et Tanger était une ville beaucoup plus petite que ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas la même activité, c'est pas la même chose. Les montagnards étaient très présents et très pauvres. Bon, voilà. Donc, mes parents ne passaient pas à côté de la pauvreté.
Ils n'ignoraient pas, et donc ma mère était chrétienne pratiquante, donc nous appelait, nous interpellait beaucoup. Oui, ça m'a marqué, bien sûr. Et peut-être sur l'arrivée en France, c'est-à-dire l'intégration, le fait qu'on vous a traité de bico, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est plus... Sur le moment, ça ne fait pas plaisir. Ouais. Quand vous êtes un gamin, vous ne comprenez pas. La déchéance de certaines régions de France était une stupeur pour nous. Nous, on avait idéalisé la France. Donc on arrive, on a des gens ivres, des bistrots partout. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Hein. Imaginez-vous ce que c'est que la vie d'un petit Angérois dans un pays musulman où on ne boit pas, de voir des gens ivres partout, de voir des gamins mal éveillés, parce que bon, c'était la misère que souffraient certaines régions de France à ce moment-là. Mais quand, comme gosse, bon, elle me heurtait, elle me choquait, elle m'indignait, je ne comprenais pas. Alors, tout le monde a dit que vous aviez été un ministre de l'enseignement professionnel sous Lionel Jospin extrêmement heureux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous manque de mettre les mains dans le cambouis et d'agir pour que ça change? Bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire, je ressens une impatience parce que je saurais quoi faire pour le pays. C'est vrai que c'est plus facile d'être dans l'opposition que dans le systématique. Ça c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les petits prétentieux, les petits bourgeois au pouvoir qui ne font rien. Donc, comme argument, ils ont « Oh, c'est très dur, les mains dans le cambouis, blablabla. Bla, bla, bla. » En fait, ce sont des bons à rien qui justifient leur incapacité en disant « c'est plus facile de parler ». Peut-être l'exercice du pouvoir serait plus pragmatique. Que quoi? Que une opposition idéologique aujourd'hui. Parce que vous pensez que ce que je raconte est idéologique, c'est ça? Pas du tout. C'est ce que vous dites. Peut-être que face aux réalités du pouvoir, vous seriez obligé de mettre de l'eau dans votre vin. C'est de faire face à la crise économique, à la crise sociale. Voilà. Et alors donc vous pensez que face aux capitalistes et à la finance internationale... Je pose des questions, moi j'ai pas d'avis. Non, si vous avez un avis, vous exprimez un avis. Vous venez de dire, écoutez, vous êtes typiquement un étudiant de Sciences Po, le crâne bourré d'idées libérales. Vous pensez, écoutez-moi, taisez-vous 5 minutes, on arrive au pouvoir et on devient pragmatique. On vous a appris ça, on vous a bourré ça dans votre petite tête. Non, quand on arrive au pouvoir, je vais vous expliquer ce qui se passe. On doit exercer le pouvoir. Moi, quand je suis arrivé comme ministre, j'ai rencontré une administration qui ne voulait pas de moi. Parce qu'ils me considéraient comme vous, comme un idéologue, etc. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce que je disais avait une conséquence pratique, concrète, très concrète. Le programme, il s'est donc appliqué. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires aiment servir. Ils aiment faire ce qu'on leur dit de faire quand il y a un plan construit. Donc, le jour où moi je serai au pouvoir, j'affronterai concrètement la finance. Et vous serez stupéfaits. Donc, mon pragmatisme consistera à mettre de manière concrète ce qui est déjà dans mes plans, qui n'ont rien d'idéologique. Vous comprenez? Ça, c'est moi, je mets en garde les plus jeunes. Ne croyez pas à ce baratin. Quand on est au pouvoir, on a les mains dans le cambouis, ragnagna, et donc on ne fait plus rien parce que la réalité est inchangeable. Est-ce qu'en ce moment, du fait du manque d'échéance et de la tribune que vous avez perdue, que vous aviez pendant la campagne présidentielle, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans un faux plat? Est-ce que vous n'avez pas un peu de mal à exister? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous? Le passage d'une activité énorme pendant la campagne d'aujourd'hui à vous avez évidemment moins d'échéances. Pas du tout. J'ai une activité qui est extrêmement intense. Elle n'a pas dans les médias le même impact, mais moi je ne vis pas des médias, je m'en fous des médias. Mais quand vous réunissiez des dizaines de milliers de personnes place Stalingrad, c'est vrai qu'aujourd'hui vous pourriez avoir une petite... vous avez remarqué maintenant qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes, parce qu'à l'époque c'est pas ça qu'on disait. Mais moi je ne suis pas journaliste, donc moi je ne leur dis rien. Moi je vous réponds. Oui. Vous m'avez posé une question, je croyais qu'il y avait des questions. Oui. Alors, je vous réponds à votre question. Bon, quelle est votre question, juste? Vous voulez me demander si je ne m'ennuie pas mortellement? C'est parce que vous ne comprenez rien à l'action politique de gauche. Je vais vous expliquer. La vie, c'est pas la notoriété et les médias. On s'en fout. Non, mais c'est écoutez-moi. Je vous écoute. Bon, allez-y, posez vos questions, qui sont des affirmations, et puis je dois dire oui à tout ce que vous dites. Je vous écoute. Alors écoutez un peu, réfléchissez, faites marcher là-dedans. Sous le truc lavable, vous avez un truc qui n'est pas lavable, ça s'appelle le cerveau. Et vous devez comprendre ce qu'est un homme ou une femme de gauche. Nous avons une activité constante dans l'histoire. Créer de la conscience de classe, organiser, former, conscientiser, ça c'est tous les jours. Et puis il y a des moments aigus et des moments plus bas. Alors dans les moments aigus, par exemple les campagnes électorales, beaucoup de gens s'intéressent à la politique. À ce moment-là, le système médiatique fait tout ce qu'il peut pour faire obstacle. D'accord? Le CSA couvre des abus de pouvoir absolument incroyables, l'UMP et le PS tiennent tout, leurs journaux, le quotidien Socialiste Libération ou le quotidien Centre-Droit Le Monde est là pour bétonner, et puis des dizaines de gens sont partout, qui sont des bons socialistes, qui sont tous en train de préparer une carrière dans les bonnes écoles, et posent les bonnes questions. Voilà.
Donc ça, c'est le moment où nous avons beaucoup de mal, contrairement à ce que vous avez l'air de raconter maintenant, nous avons eu beaucoup de mal à nous faire entendre à ce moment-là. Mais pour nous, c'est un moment unique de politique, avec des moments médiatiquement plus forts et des moments médiatiquement plus faibles. Mais le média n'a aucune importance. Il fait partie, c'est l'autre épiderme du système. Ce qui est important, c'est le travail qu'on fait. Alors si vous pensez que je suis en train de me tourner les pouces en ce moment, quand je fais le tour d'Europe et le tour du Maghreb, je nomme, c'est qu'on n'a pas la même vision de l'activité. Alors je reviens 2 secondes sur votre... À propos, pendant qu'on y est, vous avez sans doute noté qu'en septembre dernier, pour la première fois dans l'histoire de France, il y a eu une manif contre un traité européen qui avait 80 000 personnes. C'est vrai. Ah. Je reviens 2 secondes sur votre relation avec les journalistes et les médias. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe, parce que c'est vrai qu'on voit que vous les aimez pas, vous tapez un peu dessus, mais de l'autre Non, côté... je tape beaucoup dessus. Mais de l'autre, vous avez ce côté bête de scène, je veux dire, ils vous adorent, vous faites de l'audience. Et vous vous en servez, paradoxalement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que Et c'est... alors, quelle est la question? Est-ce que c'est pas un peu craché dans la soupe? Ah, parce que c'est une soupe pour vous. Ça ne m'étonne pas de vous. Vous comprenez l'expression? Non. Vous comprenez pas? Allez-y. Quelle est la soupe? Qu'est-ce que je mange, moi, là-dedans? Racontez-moi, monsieur. Vous contribuez au système médiatique qui vous aime et qui vous invite. Voilà. Donc, je ne devrais pas y aller. Mais c'est pas ce que je dis. Attendez, je vous pose la question. Je ne devrais pas y aller. Mais c'est pas la question, c'est pas moi... Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est la nature de la démocratie. La démocratie, par exemple, moi j'étais contre le Sénat. J'ai siégé au Sénat 20 ans. Je suis contre l'Union européenne. Je siège comme député. Ça s'appelle la démocratie. Dans une assemblée, il n'y a pas que ceux qui sont d'accord. Donc moi, je suis un ennemi du système médiatique. Écoutez-moi. Le système médiatique est la deuxième peau du système. J'utilise toutes ces contradictions pour jouer contre lui. Il m'utilise, je l'utilise. Je ne m'en cache même pas, je lui dis à la télévision. Vous me manipulez, je vous manipule. Je prends un tout petit exemple, la soirée GQ. Voilà, le magazine chic de l'homme, vous avez été élu homme de l'année. Alors votre idéal révolutionnaire, c'est Robespierre. On l'imagine mal aller prendre un verre avec Vincent Bolloré ou Teddy Riner. Enfin, vous voyez un peu le paradoxe qu'il y a quand même? Non. Pas du tout. Ben, je vois que je suis habile. Vous en parlez. Oui, mais donc ça veut dire que pour vous, GQ, c'est quelque chose, voilà, ça vous fait plaisir. Je ne comprends pas la question. Vous ne comprenez pas la question? Non, mais moi, ça m'est égal. Quand vous croyez, par exemple, quand je monte sur une tribune dans le froid, avec un mégaphone, vous pensez que ça me fait plaisir? Mais ça ne m'étonne pas. Vous êtes un petit bourgeois hédoniste, comme tous les gens de votre... Non, mais écoutez-moi, j'essaye de vous rectifier, de vous aider à réfléchir. Je vous remercie. Oui, bah, bien sûr, vous pouvez me remercier, je suis votre aîné, je vous apprends quelque chose. Je vous demande de comprendre que la vie n'est pas une mascarade sur une scène. C'est une lutte. C'est un rapport de force. Donc je construis des rapports de force par toutes les failles du système. Je n'en ai pas d'autres. Comme le syndicaliste, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Il utilise la loi qui lui permet de contester le patron. Il devrait arrêter parce que d'une certaine manière, il légitime l'ordre. Vous voyez, dans votre esprit formaliste et tétanisé par les apparences, pour vous tout ça, c'est un spectacle. Pour nous, c'est une lutte. Voilà, c'est ça la différence. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir répondu à ces questions. Revenez quand vous voulez. Je reviendrai, on se retrouve tout de suite dans le tac au tac. Alors, on est toujours avec Jean-Luc Mélenchon dans le tac au tac. Alors, le principe, monsieur Mélenchon, c'est des questions très rapides et des réponses très courtes. Surtout, il ne faut pas penser, quoi. Exactement, vous savez, moi j'adore ça, j'aime bien ne pas penser. Alors, Les Misérables de Victor Hugo en comédie musicale hollywoodienne, est-ce que pour vous c'est un bel hommage ou un massacre? En général, les Nord-Américains sont grossiers et vulgaires. Lorsqu'ils ont repris Notre-Dame de Paris, ils n'ont même pas mentionné que c'était Victor Hugo. Là non plus, ils ne le mentionnent pas. Non, ça ne m'étonne pas d'eux, ce sont des sauvages. Mais peut-être qu'il y a un intérêt à ce spectacle. Moi, j'irai pas le voir, j'ai méprise. Alors, votre meilleur pote à l'UMP, si vous en avez? Je ne crois pas d'avoir des potes Des meilleurs amis. à l'UMP. Donc, D'accord. Plutôt un petit déjeuner avec Jean-Michel Apathy ou un dîner avec Yann Barthès? Parce que vous les aimez pas beaucoup tous les deux. non, bah, je ne suis pas masochiste. Hein. D'accord, donc ni l'un ni l'autre. Alors, le ou la ministre du gouvernement de Jean-Marc Ayrault que vous ne pouvez pas supporter? Il n'y en a pas, j'ai pas de conflit personnel. Non, il y en a que je trouve très intéressants, mais pas l'inverse. Très bien. Alors le PCF qui retire la faucille et le marteau de la carte d'adhérent, est-ce que vous trouvez ça normal ou pas normal? Ça n'a aucun intérêt. C'est le bout de bidoche qui a occupé des journalistes sans cervelle pendant 2 jours, au lieu de s'apercevoir ce qu'il y avait dans le texte du Parti communiste. Bon, c'est totalement superficiel et ça ne présente aucun intérêt. Alors François Hollande au Mali, que vous traitiez de capitaine Pedalo, est-ce que ça veut dire qu'il est passé sur un jet ski, sur un rebord? Je ne sais pas ce qu'il a fait au Mali. Bon, nos gens, ils sont toujours, donc on va éviter de critiquer. Mais les questions que j'ai posées étaient des bonnes questions. La preuve, il n'a jamais su y répondre. Alors, le mariage pour tous, c'est avec Pierre Laurent, depuis 2009 au Front de Gauche. Comment ça se passe? Non, moi je suis hétérosexuel. C'est une formule. Je ne sais pas. D'accord. On ne choisit pas son orientation sexuelle, je vous l'apprends si vous ne le savez pas. Je vous remercie beaucoup. Alors, vous avez fait des études de philo, et vous êtes un homme de lettres. Voilà. C'est quoi le vers ou la citation qui vous définit le mieux?
J'ai jamais réfléchi. Et alors votre favorite? Je sais pas. Moi, j'aime tellement de choses. Non, une Non, de je Victor peux Hugo, pas. vous en avez pas? Non, non, non. Bon, d'accord. Comment Bah, écoutez. dit-il il y a peut-être une phrase de lui qui dit, à un moment donné, il dit j'aurais effrayé le bourgeois, peu importe. J'aurais fait réfléchir.